Alors, sur le plan gazaoui, il m'a semblé qu'il y avait deux événements importants qui avaient ponctué l'histoire du Hamas, qu'il avait dopé d'une certaine façon. Le premier, c'est l'épisode de Marjezour, l'épisode de la vallée des fleurs. Là, j'étais encore ces jours-ci à Charleroi, en Belgique, il y avait une grande salle et 200 personnes. Qui connaît l'existence de la vallée des fleurs, Marjezour? Qu'est-ce que ça vous dit? Levez la main. 3, bon, 3 sur 10, c'est pas mal, hein, voilà. Mais dans la salle, la semaine dernière, il y en avait 3 sur 200. Hein, tu vois, voilà. Personne ne connaît cette histoire, qui est pourtant une histoire absolument fondamentale. Eh bien, au moment où se tramaient les accords d'Oslo, en secret, eh bien, Yitzhak Rabin, le gentil Yitzhak Rabin, je mets gentil entre guillemets, lui aussi, il y a eu toute une légende hein, autour d'Yitzhak Rabin qui est absolument hallucinante, mais bon. Et donc, a décidé de capturer 400 membres du Hamas ou du djihad islamique et de les déporter au Liban, la nuit, l'hiver, dans la montagne, dans la neige, en disant comme ça, au moins, on pourra négocier tranquille. Et ce qui s'est passé, c'est comme tout ce qui s'est passé concernant les Palestiniens depuis qu'ils luttent pour l'indépendance, c'est-à-dire que eh bien, la décision adverse s'est retournée complètement contre l'adversaire comme un boomerang, et c'est-à-dire que ces 400 qui ont été lâchés dans la montagne, puis on espérait qu'ils allaient se disperser, se noyer dans le monde arabe, entre guillemets, ils sont restés sur place, ils se sont assis, ils ont fait le tour des popotes, ils ont vu que il y avait un grand nombre d'intellectuels, il y avait plein d'étudiants, une soixantaine, il y avait des professeurs d'université, il y avait des médecins, il y avait toutes les spécialités, il y avait ceux du bâtiment, il y avait des urbanistes, il y avait des... que sais-je. Eh bien, ils ont fait un énorme brainstorming qui a duré presque un an, où ils ont construit l'avenir, ils se sont mis d'accord sur des programmes, ils ont élaboré leur avenir, ils se sont implantés d'une manière tout à fait intéressante, car dans ce Sud-Liban, où on le voit encore aujourd'hui, eh bien les représailles entre guillemets israéliennes sont quotidiennes, les habitants du Sud-Liban, dans cette montagne, se sont rendus compte que ce n'étaient pas des fédayines, ce n'étaient pas des combattants, c'était des intellectuels. Et puis il y avait des médecins, et puis ils ont fait un dispensaire médical. Eh bien, les gars, ils n'avaient pas de médecin dans le coin, donc tout de suite ils sont allés, et donc il y a eu tout de suite une imprégnation dans la population, il y a des tas d'exemples, et ils ont élaboré leur programme. C'était 5 ans après la création du Hamas, et le monde entier, parce qu'à l'époque le monde entier s'est mobilisé, il n'y avait pas Internet, mais c'était tellement anormal de déporter 400 personnes sans charge ni jugement, que le monde entier s'est mobilisé. Le Conseil de sécurité a condamné en 24 heures la déportation de 400 personnes sans charge ni jugement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils étaient bien doux à l'époque, étant donné le développement effroyable de ces massacres. Il y avait quelques petites retenues. On essayait de passer pour un État démocratique. Voilà. Et donc, ils ont élaboré leur programme. Et ils ont élaboré leur programme de façon extrêmement prospective, puisqu'ils ont décidé, par exemple, ils ont dit, nous, mouvement Hamas, maintenant que nous avons acquis la notoriété internationale grâce au gentil Rabin, qui fait que Reuters est arrivé, que le monde entier a débarqué chez nous, tous les gens épris de liberté sont venus nous voir, et quelle que soit leur obédience, eh bien, il faudrait que nous, eh bien, un mouvement terroriste, entre guillemets, on essaye de développer une politique étrangère, des relations avec les États. Et dès cette époque, ils se sont dit, eh bien, il va falloir qu'on... après qu'on voyage, qu'on rencontre les États, et pas seulement les États arabes, pas seulement les États occidentaux, mais aussi des États comme par exemple la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Et vous voyez, ça s'est passé à Marjezour. Vous voyez, là, cette photo, c'est une photo qui a été prise par un grand photographe palestinien, qui a eu plein de prix, qui vit en Belgique. C'est les marches du retour. Ils allaient de temps en temps, ils montaient sur le haut de l'endroit où ils avaient été expulsés, là ils se faisaient tirer dessus par les Israéliens qui étaient de l'autre côté, et ils simulaient, si vous voulez, la marche, le retour vers la patrie, etc., comme quelque chose qui imprégnait leur existence. Et là c'est au retour, ils reviennent par petits groupes. Voilà, donc ils ont élaboré cette politique étrangère, et cette politique étrangère, elle a fait
l'objet d'un excellent livre, là c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai traduit en français, c'est Daoud Abdullah, qui est le directeur du Middle East Monitor à Londres, qui est un chercheur universitaire, qui a fait un livre extrêmement clair et très très bien. Il consacre pas moins d'un chapitre entier à Margezour, parce qu'il dit c'est là que ça s'est élaboré. Et vous voyez que aujourd'hui ça a une consonance et une résonance extraordinaire, puisque au cours de ces derniers mois, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité catastrophique pour les Palestiniens, qui était présentée par les Américains, et il y a eu 2 droits de veto sur les 5 qui se sont opposés, c'était la Chine et la Russie. Voilà. Et puis en ce qui concerne bien entendu la sollicitation de la Cour internationale de justice, c'est l'Afrique du Sud qui a fait toute seule, avec une plaidoirie remarquable sur le plan juridique, et donc c'est l'Afrique du Sud qui est venue à leur secours. Donc vous voyez, tout ça, ça s'est passé sur des cailloux, assis sur des cailloux, sous des tentes, pendant cette année passée à Margezour. Et alors, parmi les anciens de Margezour que j'ai interrogés, eh bien, ils sont devenus, c'était Ismaël Haniyeh par exemple, c'était Mahmoud Zahar, ministre des Affaires étrangères, le doyen de la fac de médecine, et encore beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage entre 1992 et le moment où ils sont arrivés aux affaires, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une espèce de sélection des têtes pensantes, et Margezour a contribué complètement à les former. Les gens de Gaza et de Cisjordanie ne s'étaient jamais vus. Enfin, il y a eu véritablement, ils ont complètement transformé cette affaire en leur faveur.